Donc là, on a 1 kilo de fleurs. Mais une centaine de dealers, c'est pas marrant. 1000 dealers, ça c'est plus marrant ça. Ah, quelle chance, je me sens important. Je suis important. Et dis donc. Cool. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lacarré, fondateur du groupe Phytocan en Suisse, plus gros producteur de CBD. Alors les études, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment mon fort. J'ai commencé l'internat à l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, j'en ai fait 12. Alors je sais pas si c'est parce que les internats m'aimaient pas trop, moi j'aimais pas trop les internats, mais le parcours scolaire était très compliqué pour moi. Ensuite de ça, j'ai fait un bac STG à l'époque. Je l'ai passé à l'hôtel parce que bon, j'ai réussi à me faire virer du dernier internat même 2 semaines avant mon bac. Et puis après, je suis parti directement dans l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte à 19 ans, notamment dans la haute couture, puis après dans différentes industries. J'ai beaucoup surfé, allant de l'industrie du pétrole, de l'immobilier, de la haute couture, l'événementiel en Allemagne. J'avais organisé un concert et pour arriver finalement aujourd'hui à avoir trouvé mon domaine, je ne vais pas dire de paysan cultivateur, mais en tout cas de cultivateur de cannabis. La première boîte que j'ai lancée, c'était une marque dans la haute couture. Je m'étais associé avec une designer et on avait lancé une marque dans la haute couture, mais c'était en plein début de la crise, 2008-2010. Ça a été vraiment un échec retentissant. La deuxième aventure dans l'événementiel, on avait organisé un concert en Allemagne, a aussi été un flop retentissant. Vaut mieux des fois commencer par des échecs pour mieux réussir par la suite que faire une grosse réussite. Redescendre tout en bas et pas savoir comment faire pour remonter. Donc c'est vrai que les débuts ont été plus que compliqués. Faut dire que l'entrepreneuriat aussi, c'est dans les gènes de ma famille. Mon grand-père a été le fondateur de Cacao Barry, qui est une boîte très importante dans le chocolat. C'était la plus grosse boîte de trading de chocolat au monde, qui s'appelle de nos jours le groupe Barry Callebaut. Il avait lui-même, à l'époque de Mitterrand, reçu une Légion d'honneur et ensuite de ça, le gouvernement français a bien évidemment voulu privatiser le business familial. Une fois qu'on est successful, évidemment, en France, l'État cherche à avoir sa part du gâteau, comme on dit. Sauf que là, une privatisation, c'est un peu plus qu'une part du gâteau. Et ma maman a eu aussi un harat pur sang arabe en France, donc on a toujours été des personnes, des travailleurs, des entrepreneurs, à être proche des gens, proche des employés. Et c'est là-dedans que j'ai grandi. Donc pour moi, c'était sûr que après avoir fait un parcours scolaire plus que catastrophique avec 12 internats de l'âge de 8 ans à 18 ans, évidemment, faire des études, faire des universités, c'était pas du tout dans mon programme et je vais dire peut-être même pas du tout dans mes capacités parce que chacun a des capacités et j'ai grand respect pour ceux qui ont la possibilité de dire bac+5, bac+7. Moi déjà j'ai eu le bac en candidat libre à l'hôtel, je suis déjà content et puis voilà. Alors en fait moi en tant qu'entrepreneur j'ai toujours cherché des projets dans des industries avec des nouveaux relais de croissance, ce genre de choses. Et ça s'est passé en 2017, j'étais en Espagne avec ma femme et mon fils en week-end, j'ai mon avocat qui m'a appelé, qui est administrateur de la plupart de mes holdings et de mes sociétés. Et qui m'a dit, écoute, est-ce que tu connais le cannabis légal? Ça serait bien peut-être de diversifier tes investissements et te lancer dedans. Je dis, comment ça, cannabis? Il m'a parlé de CBD. Je dis, c'est quoi le CBD? Bien sûr, je connaissais le THC. J'ai été grand consommateur dans ma jeunesse de THC comme beaucoup de gens. Peut-être que peu le disent à haute voix. Mais bon, je pense que dans la vie, il faut assumer autant ses succès que ses conneries. Voilà. Mais je pense que tout le monde n'a pas forcément... des fois, n'est pas forcément même en position de le faire. Parce qu'on est quand même dans une société qui est très réfractaire, on va dire. Et il m'a parlé de CBD. Je suis rentré en Suisse 3 jours plus tard. J'ai vu cannabis légal. J'ai dit, ça y est, c'est bon, c'est ma voie. C'est l'immobilier. J'avais fait beaucoup de projets dans l'immobilier. J'ai fait des gros projets sur Genève. J'ai fait des projets aussi à Paris en tant que promoteur immobilier. Et puis c'est bon, quoi. Les retards de permis, la mairie, les recours au permis. Donc des voisins qui vont faire des recours non fondés pour essayer de soutirer des enveloppes et compagnie, et ce qu'il fait dans toute l'industrie, ça m'a dégoûté. J'ai mis beaucoup de cœur, je mets beaucoup de cœur dans ce que j'entreprends. Et quand je fais un gros projet, j'ai fait un des plus gros projets à Genève, j'ai fait le premier 0,55 de densification en commune ville de Genève, 15 hôtels particuliers, 45 millions de ventes sur plan,
tout prévendu avant même l'obtention du permis. J'ai mis beaucoup de cœur et le dernier jour du recours des tiers, il y a un immeuble qui fait opposition de 5 personnes pour finalement voler un demi-million de francs suisses parce qu'ils te disent que finalement, tribunal administratif 8 mois, tribunal cour d'appel 8 mois, tribunal fédéral encore 8 mois, tu as perdu ta promesse d'achat, tu as perdu tes acquéreurs et tu es dedans. Donc moi, j'aime pas me sentir dedans. Je préfère être quelque chose où j'ai le destin entre mes mains. Et le CBD, pour moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est l'occasion, il faut y aller. Faut pas réfléchir. Des fois dans la vie, il ne faut pas réfléchir. Pas tout le temps, mais à des fois, il ne faut pas réfléchir. Donc pourquoi Ivory? Donc Ivory est une de nos marques, c'est la première marque qu'on a lancée. Le groupe s'appelle Phytocan, mais c'est la partie production. On a 10 000 m² de serre hybride, 2500 lampes. Aujourd'hui, à peu près une centaine d'employés entre la production, la manufacture, création des produits finis, marketing, enfin tous les différents services. Et quand on voulait lancer une marque sur le marché des tabacs en Suisse, parce que c'est légal en Suisse, on va y venir peut-être après dans d'autres questions, mais il y a des gros sujets à justement expliquer. Et quand on s'est mis ensemble, on s'est assis, on a dit bon, comment on va appeler la marque? Bah, tout de suite, l'idée nous est venue Ivory. Et Ivory, moi j'ai 32 ans et pour les gens de ma génération, Ivory, le film OI, fait par Method Man et Redman, ça a été un des piliers de notre génération. Et donc la réponse est arrivée extrêmement rapidement. D'où Ivory. Bah avant de les récolter, déjà, il faut les planter. Et puis, il y a différents modes de culture. Donc, nous, on est les plus gros en Suisse dans la serre hybride. Donc, la culture de serre hybride, ce sont des serres avec des systèmes d'obscurcissement, avec des lampes. On a 2500 lampes, HPS pour ceux qui sont un peu spécialistes. Et bien sûr, on a 4 récoltes par année sur 10 000 m². On produit de qualité hybride, ce qui se rapproche le plus de l'indoor, parce que les gens, dans la tête des gens, c'est beaucoup la qualité. Est-ce que c'est de l'outdoor? Est-ce que c'est de la sous-serre? Est-ce que c'est de la sousse dans le jargon? Est-ce que c'est de l'indoor ou de l'inté? Ou voilà, il y a différents mots pour définir. Et cette qualité-là, on produit 5 tonnes par année. Il faut savoir que ça représente à peu près 40 000 pieds par cycle, 4 à 5 fois par année, et que ça demande une organisation très importante parce qu'on a fait le choix, on ne fait pas de trim. Donc la trim, c'est rendre le produit brut en produit fini. C'est-à-dire que la fleur, quand on la fait sécher, il y a des petites feuilles qu'on appelle les sugar leaves et il faut les enlever. On ne fait pas ça à la machine, tout est fait à la main. On a une dizaine de personnes qui font que de la trim au ciseau pour contrôler la qualité, contrôler qu'il n'y a pas de pourriture, qu'on appelle du botrytis, qui est un champignon qui peut arriver à cause de l'humidité. Et donc il y a vraiment toute cette partie-là qui demande vraiment une armée de personnes et des personnes surtout qui soient formées. Mais 5 tonnes pour l'indoor et on fait aussi de l'outdoor, donc de la culture en extérieur. On a fait 40 hectares l'année dernière et c'est des chiffres évidemment qui sont importants. Bah, le problème avant de parler d'employer des gens, c'est trouver des personnes formées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de cannabis, même si on parle de CBD. Que ça soit des plantes de THC ou de plantes de CBD, c'est la même culture, c'est les mêmes soucis, c'est le même process. Pour avoir un produit de qualité, il faut la faire sécher à l'envers, de manière lente, dans le noir, 2 à 3 semaines. Il faut la trimer à la main. Il faut faire du curing aussi. Parce que ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que une weed, si je peux dire, ou des fleurs, comme vous voulez, pour qu'elle ait vraiment une odeur fruitée ou qu'elle dévoile ses terpènes, il faut faire le curing. Le curing, c'est un process où on va mettre dans des bidons et on va ouvrir pendant 3 semaines, on va ouvrir et fermer 20 minutes par jour. Ce qui va permettre que la chlorophylle va s'échapper. Il y aura moins cette odeur d'herbe, de foin et il y aura beaucoup plus les arômes justement de la fleur qui vont sortir. Et donc ça, c'est un exemple pour t'expliquer que chaque tâche, chaque petite étape est un challenge. Et en 2017, quand j'ai fondé le groupe Phytocan et j'ai investi évidemment personnellement tous les fonds disponibles issus de mes projets immobiliers ou d'autres choses, parce qu'en 2017, il n'y avait pas de possibilité de chercher d'investisseurs et j'ai toujours été mon propre investisseur dans mes projets. Il a fallu trouver des gens qualifiés. Mais le problème, c'est qu'on parle d'une culture avec des chambres indoor qui font 2000 m² par chambre. Et les gens qui ont l'habitude de cultiver du cannabis, avant le CBD, il n'y avait pas de CBD, donc c'était du THC. Le THC est illégal et donc avaient l'habitude de faire ça dans un box, dans un placard, dans une cave, 15-20 pieds du mètre carré sur 5 mètres carrés. Mais quand on doit gérer
une production de 40 000 pieds de cannabis par round, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est comme si on parle au niveau de la culture, je parlais du trimming, donc du produit fini, mais quand on plante, il faut faire des sélections, il faut identifier les bonnes génétiques, il faut faire des pieds mères. Ça, pour faire la sélection des bonnes génétiques pour un ratio qualité et productivité, faut faire pousser. Après, il faut sélectionner des numéros, il faut faire grandir des pieds mères, parce qu'une culture industrielle, on ne peut pas travailler avec la graine. Pour avoir une canopée qui soit plate et un produit, justement, après pour la distribution qui soit tout le temps de la même qualité, des mêmes terpènes, il faut choisir le bon phénotype et les bons pieds mères. Et ensuite de ça, quand on fait, il y a prélèvement de bouture, il faut faire enraciner la bouture. Ensuite de ça, le pied, quand on le met dans la culture, il faut aussi s'en occuper. Il y a des techniques pour développer la productivité, comme le pinçage. Les gens ne vont pas forcément connaître le pinçage, c'est-à-dire qu'on prend l'apex principal, soit on la coupe ou on la pince, on la tord, ce qui va permettre que la plante va stresser et développer des apex et développer d'autres apex. Et ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait de plus en plus de branches principales pour avoir les têtes principales. Les têtes, au lieu d'en avoir une au milieu, on va favoriser par une taille ou deux tailles, avoir 14, 15, 20 apex. Et c'est sur le haut de ces apex qu'on aura le plus de productivité. Mais faire ça sur 10 pieds ou 15 pieds ou 20 pieds sur 1 mètre carré, c'est pas compliqué. Mais quand il y a des 2000 mètres carrés et qu'on n'a pas 3 semaines pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire en une semaine parce que derrière, il y a eu un stress sur la plante, il faut lui laisser 2 semaines. Après, on va faire l'induction florale et toutes ces choses-là. Ça nous a mis 3 ans, beaucoup d'erreurs et beaucoup de pertes d'argent pour avoir les bonnes personnes, les bons ingénieurs agronomes et qui puissent apprendre à utiliser l'outil et surtout le faire de la meilleure des manières. Il faut dire une chose, ici par exemple, là on est à Paris, on est en France, il ne peut pas y avoir d'école sur un sujet déjà qui est en zone grise. Donc les écoles, ça va mettre du temps. Maintenant, on en trouve beaucoup aux États-Unis, au Canada. La meilleure des éducations pour le métier, ce n'est pas à l'école derrière un bureau. On parle de plantes, il faut être sur le terrain, il faut apprendre, il faut sentir les choses, il faut savoir où est-ce qu'on taille une apex, où est-ce qu'on ne la taille pas, comment on prélève une bouture. Et ce n'est pas sur un dessin derrière un bureau qu'on va l'apprendre. Mais il y a beaucoup de nos personnes, par exemple pour la trim, comme je disais, qui est la manicure à la main pour avoir le produit fini, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui faisaient des saisons en Californie. Donc qui ont appris des techniques là-bas, qui ont ramené ici. Mais c'est maintenant que vraiment les gens commencent à se former en travaillant dans des entreprises comme chez nous où on cultive de manière industrielle. Mais une centaine de dealers, c'est pas marrant. 1000 dealers, ça c'est plus marrant ça. Donc le projet sur la France, donc on vend déjà énormément en France. On fournit déjà beaucoup de grandes marques ou de chaînes de franchise sur la France, donc je ne vais pas forcément citer des noms, mais il n'y en a pas 40, il n'y a pas 40 acteurs principaux sur la France aujourd'hui. Notamment avec certains, on a fait des partenariats sur des marques communes ou des distributions de nos produits et de leurs produits sur la Suisse. Et l'idée aujourd'hui pour nous, Phytocan, dans les grands projets sur cette année, c'est premièrement lancer le plus gros réseau de dealers légaux. Et je dis bien dealers légaux, non pas pour choquer le monde, mais pour reprendre, comment dire, des mots qui pour moi ont été transformés, mal vus. Parce que quand on dit un car dealer aux États-Unis, c'est un vendeur de voitures et qu'on a dit un dealer, faut quand même, un dealer, c'est un vendeur. En français, on utilise des mots anglais pour dire certaines choses. Par exemple, un jeans, c'est un jeans. Tu peux le dire avec un accent français, mais ça reste un jeans. Donc, il faut arrêter aussi de faire autant de panique avec des mots et toutes ces choses-là. Et l'idée, donc le plus gros réseau de dealers légaux de France, un système de MLM, Multi-Level Marketing, mais que je tiens à préciser, comme l'a pu le faire Herbalife ou Tupperware. La seule chose que je trouve qui est pas du tout dans l'air du temps et qu'on ne cautionne pas, c'est qu'il n'y a pas de système pyramidal. Ça veut dire que c'est un système où il y a unilevel, qu'un seul niveau. Mais c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un parrain ou une tête de réseau qui va être sur le canapé à fumer des joints pendant que les autres lui ramènent de l'argent. Donc nous, on va monter le réseau où il y aura, entre guillemets, ça sera que des commerciaux. Ça sera des commerciaux qui feront du porte-à-porte. Ils peuvent parrainer des personnes, mais c'est nous, le groupe, qui allons
féliciter le parrain et après l'autre peut parrainer. C'est-à-dire que ça restera toujours à un seul niveau. Ça, c'est vraiment une chose qui était importante pour moi lorsqu'on a lancé ce programme. Et bien évidemment, on a le soutien de Pôle emploi. Alors, on ne leur a pas présenté comme le plus gros réseau de dealers légaux ou le plus gros terrain de France, mais voilà. On va notamment lancer aussi un réseau de 100 franchises sur la France. 100 franchises, pourquoi? Parce qu'on a quadrillé le territoire et c'est ce qui nous a semblé la manière la plus intelligente et plus effective. Et donc du coup, 100 franchises avec un pas de porte à zéro. Parce qu'aujourd'hui, je vais encore une fois pas citer de nom, mais vous allez chez des acteurs du CBD en France qui sont ni producteurs, ne connaissent rien à la plante, qui achètent des produits dont ils ne connaissent même pas la provenance et qui vendent même des fois du produit qui n'est pas de bonne qualité, qui peut se retrouver avec des métaux lourds, avec des résidus de pesticides, avec du botrytis, c'est-à-dire du pourri, ou encore une fois même avec des taux qui ne sont pas respectés parce qu'il y a une différence de taux entre la Suisse et la France ou différents pays de l'Union européenne et donc pas de traçabilité et qui font payer entre 15 et 20 000 euros un pas de porte. Donc nous, on a dit, on va lancer avec une traçabilité exacte, avec l'histoire qu'on a, on est depuis 2017, on est en place. On fait bien évidemment, sans rentrer dans les détails, plusieurs millions de chiffres d'affaires par année. On emploie 100 personnes, on a acquis beaucoup de connaissances, on a fait beaucoup d'erreurs, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être sérieux et de connaître notre sujet. Et donc le premier réseau en France sans franchise, directement du producteur, va être lancé. Et la grande surprise, comme vous savez, le 420, comme on dit en anglais, le 20 avril, qui est un petit peu le 14 juillet pour la France, mais pour le cannabis, on a annoncé un jeu concours un petit peu sympathique. Nous, en fait, on aime bien faire les choses pas comme tout le monde. Donc, j'ai eu l'idée, il y a de ça à peu près 6 mois, je ne savais pas quand fallait le lancer, mais justement, les équipes avec lesquelles je travaille ont dit que 420 serait le bon moment. On a lancé le jeu concours qui démarre le 1er juin, parce que le mois de juin est propice à fumer son joint. Gagne ton poids en weed. Gagne ton poids en weed. C'est peut-être pour ça que j'ai pris 15 kilos cette année. Je me suis préparé, j'ai dit peut-être je vais acheter un produit. Donc un concours avec obligation d'achat sur le site internet, évidemment. Je me dis, je vais me préparer un petit peu. Voilà, j'ai pris 15 kilos cette année. Si je gagne, je vais être bien, je vais être bien. Alors oui, quand je parle de zone grise, notamment sur le CBD, c'est surtout pour le marché français. Il faut savoir qu'en Suisse, le CBD avec un taux maximum de 1% de THC total est légal depuis 2013. Et le business s'est vraiment lancé 2016-2017, c'est là où il y a eu une grosse envolée. En ce qui concerne la France, c'est vraiment une zone grise. C'est-à-dire que nous, en Suisse, on commercialise par exemple la marque Ivory, la nôtre, on la commercialise dans les tabacs. On avait une taxe tabac jusqu'à l'année dernière, mais à plusieurs piliers du secteur en Suisse, et en prenant des avocats, on a réussi à faire annuler la taxe du CBD. Ça veut dire qu'il fallait prendre, en Suisse, il fallait avoir un numéro de revers, être déclaré aux douanes, faire des provisions sur la taxe par rapport aux ventes que tu estimes faire dans l'année, et ensuite de ça, taxé. Mais pourquoi payer une taxe tabac alors que ce n'est pas du tabac? Après 2 ans et demi de bataille, on a obtenu dans un premier temps la relaxe de la taxe, donc produit non taxé sur la taxe du tabac, et quelques mois plus tard, un remboursement intégral de manière rétroactive. Donc ils ont dû nous rembourser à tous toutes les taxes qu'on a payées en taxe du tabac sur nos produits CBD. En ce qui concerne la France, évidemment c'est différent, c'est-à-dire que tous les gens jouent aujourd'hui sur, on ne va pas dire un flou juridique, mais sur le fait qu'un produit ayant moins de 0,2 de THC total ne peut pas être considéré comme un stupéfiant. Parce qu'il faut savoir qu'en France, pourquoi cette loi avait été faite à l'époque? La France est quand même un des plus gros pays chanvriers en Europe, parce que le chanvre est utilisé notamment pour ses fibres, pour de l'isolation, pour des tissus, pour beaucoup de choses. Sauf qu'une plante de chanvre, c'est principalement de la fibre et très peu de fleurs. D'ailleurs, quand on regarde, si on met chanvre sur Internet, on voit les photos, ça n'a pas du tout les photos. Quand on voit des pieds de CBD, on dirait des pieds de THC. Voilà, ça a la même odeur, ça a la même densité, ça a le même look, on ne peut même pas faire la différence. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de problèmes. La police, la politique, tout le
Tout le monde se fait doucer parce qu'on ne sait plus reconnaître qu'est-ce qui est du CBD, qu'est-ce qui est du THC. Cette zone grise en France a permis à beaucoup de gens de se lancer dans le business. Mais en France, nous, on vend ouvertement des pochons avec des fleurs où c'est marqué fumez-tu avec toutes les réclames officielles. Alors qu'en France, ils doivent vendre ça comme de la tisane, à infuser, objet de collection. Voilà, on a des joints pré-roulés en Suisse qu'on vend dans les tabacs. Et ben en France, on les vend comme des infustiques. C'est le même produit, voilà, on met des infustiques, donc c'est censé, d'après ce que les équipes marketing m'ont expliqué, on est censé prendre un joint pour le tourner dans une tasse d'eau, ce qui permettrait de faire une tisane. Voilà. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'en Suisse, quand il y a eu vraiment la ruée vers le CBD en 2017, quand on a commencé, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une blague, c'était un effet de mode, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était un pari très risqué de s'investir de manière financière. Un investissement financier massif était très risqué. Mais bon, je suis quelqu'un qui aime le risque, mais on s'est rendu compte que très vite, ce n'était pas un effet de mode et que beaucoup de gens ont consommé du CBD de manière même quotidienne. On a remarqué d'ailleurs chez nous, même des employés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens, le milieu du cannabis, ça s'adresse aussi à certaines personnes. Un ingénieur dans une boîte d'électronique, il a son profil, il a sa manière de parler, sa manière de se présenter. Les gens qui sont bons dans notre secteur et les gens qu'on emploie, c'est des gens qui ont fait des voyages, qui ont travaillé en Californie, qui consomment des produits, qui fument du THC. Et il y a beaucoup de gens chez nous et même ailleurs qui ont arrêté le THC pour le CBD. Il y a un système en fait de 3 étapes qu'on a remarqué. C'est que les gens généralement qui fumaient beaucoup du THC, même dépendants au THC, parce qu'il faut le rappeler qu'il y a une dépendance au THC. Ce n'est pas parce qu'on est dans le cannabis, qu'on est dans le CBD, on va avoir une licence de culture de THC médicale en Suisse là dans les prochains mois. Il faut rappeler que pour moi, de manière récréative, le THC reste pour certaines personnes qui ont les gènes une potentielle grande addiction. Moi, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je le dis. Après, il y a des personnes qui peuvent fumer 10 joints par jour qui ne vont pas devenir addicts. C'est comme l'alcoolisme. Il y a des personnes qui vont rester des grands buveurs et d'autres qui vont devenir des alcooliques. Voilà. Mais c'est un petit pas, mais au quotidien après, à vivre, c'est une grande différence. Et donc, les 3 étapes que je te dis, c'est-à-dire que les gens, ils vont de la journée, ils vont commencer à fumer du CBD la journée pour être plus productifs dans leur travail ou autre, et ils vont garder quand même le THC le soir. Après, finalement, ils vont se dire, bon, voilà, le THC va être plus cassant. Ils vont être plus cassés, la défonce, c'est plus compliqué à vivre. Donc, ils vont commencer à fumer CBD la semaine, THC le week-end. Là, on a la 2e étape. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus envie de THC et qu'ils vont fumer constamment du CBD. Et j'ai des gens que je connais qui fumaient que du THC, qui aujourd'hui vont aller à une fête et le social, je te sers un verre, ah j'ai un joint, tiens je te passe, il va lui dire c'est quoi? Il dit ah, c'est de la frappe de THC, je l'ai ramené d'Amsterdam. Il va dire ah non, t'as pas de la CBD. Ce qui est totalement improbable il y a de ça 3 ans. Je pense, comme je te dis, qu'il faut remettre les choses dans leur cadre. Tu veux comparer de l'alcool avec du CBD. Je pense que déjà, c'est une erreur. Il faudrait comparer l'alcool avec le THC. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça a une incidence lors de sa consommation sur les personnes. Tu bois de l'alcool, t'es bourré. Tu consommes du THC, t'es fonce-dé. Alors que le CBD n'a pas de molécules psychotropes. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement, certains gouvernements, notamment le gouvernement français, sont très récessifs sur la consommation de CBD et son expansion? Je pense que c'est plutôt une crainte de ne pas pouvoir contrôler, une crainte de contrôler, donc de dire on va bloquer pour ensuite de ça essayer de trouver des systèmes, que ce soit au niveau de la taxation de produits, des taux de THC, de ce qu'on peut dire ou pas. Aujourd'hui, le CBD, il est vendu en France comme des produits à infuser. Dans un magasin, il n'a pas le droit de dire que c'est pour la consommation, que c'est pour le fumer, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Donc, je pense que le temps qu'ils arrivent à mettre un cadre vraiment à tout ça, ils sont un petit peu paniqués, ils sont un peu démunis. Je pense que le gouvernement aujourd'hui est un peu démuni et il voit une ruée vers l'or vert, comme certains utilisent le terme, et qui sont un peu désemparés et ils essayent de cadrer un petit peu tout ça. Je pense que c'est ça aujourd'hui vraiment la vraie situation. Mais le marché du CBD, c'est même un marché à plusieurs centaines de milliards d'euros. Parce qu'on parle de CBD, là on parle de fleurs, on parle de pollen, enfin ce que vous trouvez dans des magasins, mais ça va dans tout, ça va dans
dans la food and beverage, c'est-à-dire nourriture, des sodas, dans de la cosmétique. Il y a beaucoup aussi de recherche aussi médicale. Alors moins ici en Europe parce que les États-Unis et le Canada sont plus avancés. Le THC est légal dans certains États, mais il y a énormément de recherches cliniques sur notamment le CBD et le THC, mais aussi d'autres cannabinoïdes. Parce que quand on parle de CBD aussi, faut peut-être expliquer dans la tête des gens qu'est-ce que le CBD. Le CBD n'est qu'une composition de la plante. On va partir de la base du cannabis. La plante de cannabis, les gens connaissent le THC parce que c'est la molécule qui est psychotrope. Maintenant, les gens connaissent le CBD parce qu'il y a beaucoup de marketing et il y a beaucoup de consommation. C'est dans l'air du temps. Mais il y a du CBN, il y a du CBC, il y a du CBG, il y a du CBDA, il y a du CBCA. Il y a plus de 450 différents cannabinoïdes. Et un cannabinoïde, le THC étant un cannabinoïde, il y en a 450 de plus. Le but aussi pour moi de maintenant venir prendre parole sur différents plateaux ou chez vous, c'est aussi pour faire avancer les choses, notamment pour nous, mais pour tous les gens de l'industrie, parce que plus l'industrie va avancer, plus ça sera bénéfique pour nous. Et je pense que de pouvoir apporter des conseils à des gouvernements comme on a pu le faire pour le gouvernement de la Thaïlande. Donc la famille royale en Thaïlande nous a envoyé un docteur qu'ils avaient appointé pour justement leur permettre de faire une loi. Et c'est pas pour rien que la Thaïlande, c'est le seul pays en dehors de la Suisse qui a voté 1% maximum de THC. Et ils sont venus chez nous, on les a reçus chez nous. Alors pas que chez nous, ils sont allés voir d'autres gens aussi. Mais après avoir fait du consulting, ils ont mis une loi en place. C'est-à-dire que je pense qu'au lieu de tout bloquer, de tout vouloir bloquer et puis de créer aussi, de vouloir brider le peuple comme ça a tout souvent été le cas en France, il faudrait peut-être dans ces cas-là prendre des actions, dire comme le Luxembourg l'a fait l'année dernière, on va taxer le produit. Voilà, c'est-à-dire qu'on va taxer le produit, il faut acheter des timbres. Pour pouvoir mettre le produit, il faut d'abord payer la taxe, mettre un timbre de taxe dessus comme on le voit sur des paquets de tabac. Voilà, dans ce cas-là, il faut cadrer les choses. Mais on est en ce moment, depuis bientôt 2 ans, avec le corona, tout ce qui se passe, il y a plein de gens qui ferment la porte, qui ne peuvent pas être ouverts, que ce soit des restaurateurs, mais c'est dramatique. Et il y a énormément de ces gens-là qui, du coup, se tournent vers le CBD parce qu'il y a certaines vertus, il y a un bien-être, il y a de la demande pour ce produit. Et maintenant, au lieu de réfléchir à cadrer le business, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau politique, au niveau taxes, ces choses-là, c'est vouloir de nouveau brider. Et ça va commencer à faire beaucoup. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on parle de la France, mais la France fait partie de l'Union européenne. L'Union européenne dépend de Bruxelles. Donc la France peut dire beaucoup de choses, mais la France ne peut pas non plus interdire un produit, des fleurs de CBD, à partir du moment où elle est légale d'après Bruxelles. On a vu le cas de Canavape évidemment, qui crée un précédent juridique, mais l'Union européenne statue qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il est en dessous de 0,3. Donc on est entre le 0,2% de THC français, là on est à 0,3 et nous on est à 1% en Suisse. Et donc ça c'est aussi une chose importante et on a toujours vu que l'Europe dépend des États-Unis. On voit toujours que ça soit dans la mode, que ça soit dans la musique, que ça soit dans la nourriture, dans beaucoup de choses. Ce qui se passe aux États-Unis, 3 à 5 ans plus tard, se passe en effet de mode chez nous. Aux États-Unis, qui est quand même une des plus grandes puissances mondiales, ils ont quand même, il y a ça 1 an et demi, légalisé de manière nationale le CBD avec un taux maximum à 0,3 et aujourd'hui on est en train de parler d'une légalisation de consommation de manière récréative, non pas médicale, récréative. Mais Dan Bilzerian c'est une mais celui qui faisait les produits pour lui, c'est mon pote aux États-Unis. Il a fait que de la merde, il a volé sa boîte à prendre des maisons, des machins, des trucs. Lui, c'est pas un entrepreneur. Tu vois, quand des gens ils me parlent de Dan Bilzerian et tout ça, c'est une ce mec. C'est une honte pour les entrepreneurs. Il a pillé sa boîte, il a volé les investisseurs, il a levé de l'argent, il a levé 50 millions, il a claqué en maison et tout ça pour être chez lui avec son chat en carton et compagnie. Tu vois, c'est des gens qui me dégoûtent. C'est des gens, voilà, tu mets quelqu'un comme ça, je dis que t'es une grosse. T'as pas de respect pour l'argent, t'as pas de respect pour les gens, t'as pas de respect pour les investisseurs, t'as pas de respect pour le marché, t'as pas de respect pour rien en fait. Moi je vais te dire, je vais te monter la jambe et je vais dire ça compte pour combien? Ça compte pour 1, pour 10 ou pour 40? Ok, très bien. Donc déjà on va peut-être parler de produits bruts.
parce qu'avant de voir des produits finis et des pochons dans des magasins, il faut savoir d'où ça vient. Donc là, on a 1 kg de fleurs. Alors celle-ci, c'est de la gelato. Voilà, 1 kg. C'est comme ça parce que nous, on est quand même grossiste. Parce que quand on produit plus de 5 tonnes d'indoor par année, on ne va pas les vendre qu'en pochon de 10 grammes. Donc on est là aussi pour donner de la qualité aux gens dont c'est le business avec des marques, notamment en France. Et ce qu'il faut savoir sur cette weed-là ou ces fleurs-là, comme vous voulez l'appeler, c'est que c'est de la fleur qui a été rabaissée. Parce que quand on dit en France qu'il faut un taux maximum de 0,2% de THC, les génétiques que l'on cultive, elles ont, quand on a un produit fini, généralement entre 0,5 et 0,8% de THC. Donc, avec la plus grande des tristesses, vu qu'on met tout l'amour du monde, que ce soit de la production au séchage, à la trim, jusqu'au curing, de devoir rabaisser le produit. Et la seule manière de rabaisser le produit, c'est de faire, dans le jargon, un wash down. Donc, on doit prendre les fleurs et faire comme une extraction, une demi-extraction. Comme quand on veut tirer de l'huile, mais on va s'arrêter pour pouvoir baisser les taux. C'est-à-dire que soit par le biais de pentane, du butane, de l'éthanol, la solution la moins sale, on va dire, c'est le CO2 supercritique. Et on va faire comme si on va vouloir extraire l'huile et on va s'arrêter avant l'extraction totale. Donc, on va avoir un taux de THC qui sera réduit avec un taux de CBD aussi. Il faut savoir que ces fleurs-là, cette fleur-là, la gelato, normale quand elle est cultivée chez nous, on est en analyse à 0,65 de taux de THC pour 15% de CBD. Donc, en Suisse, pas de problème. En France, pas possible. Donc, on l'a réduite. Après l'avoir réduit, on a eu 0,19 de THC pour 5,9% de CBD. Donc, on remarque que le taux de THC, certes, est descendu, mais le taux de CBD aussi de manière drastique. Et c'est plus les mêmes terpènes, c'est plus la même fraîcheur, ça détériore vraiment le produit. Et ce qui est bête, c'est que qu'on ait un taux de 0,19 ou de 0,6 ou 0,8 jusqu'à 1%, ça ne va pas changer, ça ne va pas défoncer plus ou défoncer moins. Il faut savoir que les produits, le THC illégal qui est acheté dans la rue va comporter entre 10% jusqu'à 35% de THC pour les coffee shops aux Pays-Bas et compagnie. Et donc, c'est vrai que c'est dommage pour nous quand on met autant d'amour à la tâche et de personnes pour faire des séchages à l'envers, pour ne pas faire ça de manière industrielle avec des machines. C'est vrai que ça nous fend un peu le cœur de devoir rabaisser le produit. Et puis là, on a évidemment un produit qui va parler beaucoup au marché français, des plaquettes de hache, mais légales pour le coup. Les plaquettes de hache, donc c'est un pollen, on n'a pas le droit d'utiliser notamment le terme hache en Suisse, mais c'est toujours dans la forme. Le fond, il est toujours autorisé, c'est toujours une question de forme. Voilà, mais partout. Donc ici, on a du pollen à 0,2% de THC maximum, donc on est en dessous, et on a à peu près 20% de CBD. Et on va voir, c'est fait de la même manière que les plaquettes qu'on peut trouver dans la rue, avec du papier cacahuète, pressé, avec le terpène et toutes ces choses-là. Donc on retrouve vraiment la copie conforme pratiquement du produit que les gens ont eu l'habitude d'acheter sur le marché noir, mais sans la défonce. C'est comme les gens qui aujourd'hui vont boire de la bière sans alcool. Il faut savoir que la bière sans alcool, c'est devenu un des marchés principaux pour beaucoup d'industriels de bière. Et il va y avoir le même goût, il va y avoir la même sensation, il va y avoir le même fait qu'il faut aller 3 fois pisser quand on a bu 1 litre de bière, qu'elle soit avec alcool ou sans alcool. Mais par contre, tu ne seras pas bourré. Bah là, tu peux fumer une plaquette totale de 100 grammes. Tu prends une plaquette de 100 grammes, tu la fumes, tu ne vas pas être défoncé. Par contre, si tu prends une plaquette de 100 grammes du marché noir et du shit marocain, par contre, ça ne va pas être la même. Là. Voilà, donc ça c'est surtout pour les produits, on va dire les produits bruts, parce qu'il faut comprendre. Après, le reste, c'est du marketing, du packaging, de mettre le produit en avant. Donc voilà, ça, c'est les principaux produits bruts qu'on utilise, enfin qui sont principalement consommés. Avec aussi de l'huile de CBD. Maintenant, un produit fini. Voilà, ça c'est un produit fini par exemple. Ça c'est un produit fini, donc c'est pas du pollen, c'est de la fleur à l'intérieur. Et on aime bien faire nous les choses un petit peu pas comme tout le monde en fait. Il y avait un film que j'adorais quand j'étais plus jeune, je crois que c'était une série sur RTL 9 et c'était Corky, un enfant pas comme les autres. Je dis ça, il a tout compris. Ça,
c'est parfait. Et c'est un petit peu devenu ma devise dans la vie de ne pas faire les choses comme tout le monde. Donc quand des gens ils font des pochons en plastique avec des étiquettes cheap, et puis après ça fait une fripure, il y a une bulle, et moi je suis quelqu'un d'assez méticuleux. C'est-à-dire que s'il y a une étiquette, s'il y a une bulle, je ne vais pas endormir la nuit. Et ben on s'est dit on va faire quelque chose d'un petit peu plus classe parce que vu à combien est vendu le gramme de CBD, et ben on s'est dit vu que c'est un produit de luxe à forte valeur ajoutée, et ben on va leur donner un packaging à forte valeur ajoutée. Et là par exemple on voit un produit fini, on s'est dit on va mettre ça dans une capsule et comme on peut le remarquer, ben, il y a des fleurs à l'intérieur. Voilà, c'est juste ça c'est le produit fini. Et ce que vous avez vu avant c'est le produit brut. En fait, toi, tu as cru parce que j'étais venu ici aujourd'hui décontracté, en maillot de bain, tatouage apparent. On m'a dit, mon relation attaché de presse, il m'a dit de venir normal, naturel. En fait, tu te fais un film de moi. Tu penses que le samedi soir, c'est comme la fièvre du samedi soir à la télé avec Travolta. T'imagines, lui, il doit être fou, il doit avoir des week-ends de fou. Bah, c'est pas le cas du tout. Je sors pas en boîte, je consomme pas de produits, je bois pas d'alcool. Je suis sobre et abstinent depuis plus de 6 ans. J'ai eu énormément de problèmes avec ce genre de choses et j'ai notamment pas le temps. Parce qu'ici, on parle de cannabis aujourd'hui, on a 100 employés, je travaille nuit et jour. Tout comme tu vois, je suis venu aujourd'hui, j'ai été prévenu hier soir à 22 h. À 23 h, j'ai pris la route. Je suis venu à Paris à 2 h 30, je suis arrivé à 2 h 30 le matin et je suis là ici avec toi. Donc, tu imagines bien qu'il n'y a pas le temps pour le reste. Donc, le samedi soir, un samedi soir chez moi, c'est comme toujours le téléphone. Déjà, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et si les gens chez moi, le dimanche matin, ils ne répondent pas au téléphone, notamment les managers, c'est qu'il y a un problème. Parce que le samedi, c'est fait pour récapituler la semaine qu'on a passée. Et le dimanche, c'est fait pour préparer la semaine qui vient. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc, et sinon, tout le temps que je n'ai pas à travailler, c'est à passer du temps avec ma femme et mon fils. Je comprends pas la question. En fait, quand je te dis, je comprends pas la question, c'est pour taquiner un petit peu, tu vois. C'est juste pour dire, c'est une question, je sais pas pourquoi, c'est toujours une question qui est importante dans la tête des gens. Où tu te vois dans 10 ans, où est-ce que tu seras dans 10 ans. Écoute, moi je t'ai expliqué, je travaille 20 heures sur 24. Donc déjà, une journée, chez moi, c'est ce que les gens font normalement en une semaine. Donc quand tu me dis 10 ans, c'est comment te répondre. Qu'est-ce que tu fais dans 100 ans? Donc l'important, c'est pas de se projeter. C'est d'avoir un but et tous les jours, chaque seconde, s'assurer que tu donnes le meilleur de toi pour arriver à ton but. Que ça prenne 3 ans, que ça prenne 10 ans, que ça en prenne 15 ans. Parce que des fois, tu vas te dire, je vais être là dans 10 ans, mais peut-être que ça sera dans 2 ans parce qu'une opportunité l'a permis, ou peut-être que ça sera dans 20 ans. Après, c'est une question surtout d'avoir les épaules et la volonté de, quoi qu'il arrive, jamais laisser tomber avant d'avoir atteint son but. C'est ça, la vraie question dans tout ça. Donc, où je me vois dans 10 ans, je serai la même personne. Peut-être que j'aurai appris d'autres choses, peut-être que j'aurai d'autres activités, peut-être qu'en plus du cannabis, on sera aussi dans la psilocybine, les champignons hallucinogènes. Mais toi, tu as des questions cheloues en vrai. Bon, bah, très bien. Vu que je suis invité et que je ne suis pas décideur ici, je suis un peu forcé de répondre aux questions. Oui, j'ai des animaux domestiques. Moi, j'ai toujours grandi avec des animaux. C'est-à-dire que depuis que je suis né, même dans les albums photos, 3 semaines après la sortie d'hôpital, j'étais dans les bras de ma maman à cheval. On a toujours grandi avec les chevaux, l'équitation. Et moi, j'ai toujours eu des chiens et des chats. On a un chat, un Maine Coon, qui s'appelle Caporal. Parce que mon fils de 7 ans étant grand fan de Boulet Bill, il fallait qu'on prenne un chat, un Maine Coon évidemment, qui est plus la taille d'un tigre que d'un chat arrivé à taille adulte. Et on l'a appelé Caporal parce que mon fils a dit que le chat, il faut qu'il s'appelle Caporal, référence à Boulet Bill. Et on avait un chocho qui était vraiment notre bébé à mon épouse et moi et qu'on a malheureusement perdu il y a de ça 3 semaines. Mais un chocho qui a vécu 10 ans dans notre famille et on est très attachés aux animaux et c'est vrai que les animaux ont une place très importante chez nous, tout comme dans notre groupe chez Phytocan. J'ai pas pu l'amener aujourd'hui, évidemment, parce que quand tu me préviens 12 heures avant, moi je conduis de nuit, je viens, je suis pas un VIP, moi je suis un charbonneur, il n'y a pas de problème. Par contre, Ginette, notre poule, qui consomme des graines de CBD matin, midi et soir, j'irai pas jusqu'à dire quand une poule française qui consomme des grains normaux pond 1 œuf par jour, elle nous en pond 3. Parce que bon, c'est quand même pas la vérité non plus. Mais on a Ginette la poule, qui est notre effigie au groupe Phytocan et qui vit dans la production. Voilà. Oh là, toi, t'es chaud bouillant et tu sais déjà la réponse.
t'es fou, vérité. Fais chier parce que j'ai jamais dit vérité de ma vie, j'ai toujours dit action. Toujours dans n'importe quelle circonstance. La plus grosse vente de cannabis en une fois un client, 80 tonnes de biomasse semaine dernière. 80 tonnes, donc 80 tonnes a été vendu à un laboratoire qui fait de l'extraction et c'est d'ailleurs avec lui que nous avons fait un partenariat pour la production de manière interne de tous nos produits d'huile, extraction et toutes ces choses-là. Donc 80 tonnes. Je vais dire, j'aurai 2 dictons. Le premier qui est le mien, bon, c'est un dicton en anglais, je vais le dire en anglais et je vais essayer de le traduire en français, c'est first or last, premier ou dernier. C'est-à-dire que il y a pas, le gris n'étant pas une couleur, pour moi, alors je ne suis pas daltonien, hein, mais le gris n'étant pas une couleur, c'est noir ou blanc. Ben, ça veut dire tout ou rien. Voilà. Et un autre dicton que j'aime beaucoup, qui me vient de ma grand-maman, c'est « Fais du bien au vilain, il te chie dans la main ». Et c'est exactement ces termes-là, et c'était un dicton qui était dans les années 60, où les termes, on n'est pas dans le même jargon qu'aujourd'hui. Et c'est un dicton que je trouve qui reflète énormément la société de nos jours, en fait. Voilà, donc c'est les deux dictons principaux, je dirais, c'est « Fais du bien au vilain, il te chie dans la main » et « First or last », premier ou dernier. First or last, regarde. First or last. First or last ici et try or die ici. Voilà. Ma plus belle rencontre? Mon épouse, évidemment. Ah là là, j'ai gagné des points, là, j'ai gagné des points. C'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Voilà, c'est le mariage. Je tiens évidemment à remercier toutes les équipes de Commedia pour m'avoir invité aujourd'hui. J'ai fait le maximum sous 12 heures de temps, être réquisitionné en 12 heures pour venir ici. Mais c'est un grand plaisir en tout cas d'avoir l'opportunité de pouvoir parler d'une industrie qui m'est chère, de mon groupe aussi avec des personnes merveilleuses qu'on a chez nous. Et bien évidemment d'avoir votre soutien pour pouvoir diffuser tout ça. N'ayant pas moi-même ni de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas d'Instagram, d'un moment pour parler, il faut bien quand même avoir des gens, des amis pour qui c'est le métier. Voilà. Alors bien évidemment, plein d'émotions, je vais essayer de ne pas lâcher une petite larme parce que c'est compliqué, c'est mon premier Oscar dans ma vie, je ne suis pas habitué donc je vais vous laisser sur ce dernier message.